Bonjour, bon après-midi. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle région du Canada euh, vous nous rejoignez. Euh, donc, je vais dire quelques mots sur notre euh, série et le projet. Le projet Delete Digital Hate ou Éliminer la haine en ligne du Conseil canadien des femmes musulmanes est financé par Patrimoine Canada dans le cadre du programme de contribution en matière de citoyenneté numérique du gouvernement du Canada. Le projet vise à lutter contre la montée en flèche des crimes haineux au Canada, en particulier la haine et l'extrémisme en ligne. Il vise à donner aux filles, aux femmes et aux personnes non binaires musulmanes du Canada les moyens de lutter contre les préjugés dont elles sont la cible en ligne. Dans le cadre de ce projet, le Conseil a lancé une série de discussions publiques en 7 épisodes intitulés Delete Digital Hate, la conversation avec, ou éliminer la haine en ligne en conversation avec, accès sur la haine en ligne et numérique, euh, la et des informations et sur la manière dont nous pouvons les contrer efficacement. OK. Next slide. Prochaine diapositive. Merci. Aujourd'hui, le sujet pour la discussion, c'est comprendre l'animosité contre l'islam et les musulmanes au Québec, les causes, les vecteurs, les impacts. Nous allons, comme porte-parole, Denise Elie et Idilissa. Euh, et puis, la conversation sera animée par Sama Elibiari, qui est coprésidente du chapitre de Montréal. Bienvenue, Ramadan Mubarak. Et maintenant, je passe la parole à Sama. Merci. Merci beaucoup, Nusrat. Bienvenue, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une excellente journée. Next, please. Tout d'abord, nous voulons reconnaître que nous sommes sur des territoires, des nations autochtones, des territoires qui sont non cédés. Nous nous engageons à aimer ces territoires et à soutenir, appuyer les revendications des nations autochtones. Next, please. Je voudrais vous souhaiter un Ramadan béni, Ramadan Mubarak. Et si on ne se voit pas avant le Eid, aussi un Eid heureux, joyeux avec vos familles. Next, please. Aujourd'hui, le titre de notre formation est intitulé Animosité envers l'islam et les musulmans, car nous allons faire une distinction entre l'islam et aussi comment ceci impacte les musulmans du Québec. Next. Cette session a lieu dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. C'est une formation que nous avons aujourd'hui en langue française. C'est la 7e de la série d'Elite Hate Online. Next, please. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, donc je vous invite à connaître un peu mieux le Conseil canadien des femmes musulmanes. Nous avons des chapitres à travers le Canada. C'est un organisme à but non lucratif et nous travaillons très fort pour assurer l'égalité et l'équité de toutes les femmes musulmanes au Canada. Nous sommes des groupes très divers, donc nous voulons affirmer les identités des musulmanes canadiennes et promouvoir leur expérience vécue. Nous faisons de la mobilisation communautaire, de la sensibilisation, surtout aux injustices sociales que subissent les femmes et les filles musulmanes au Canada. Next. Donc, quand on va parler
pas nous, mais en tout cas nos invités distingués vont nous parler de l'animosité envers l'islam et les musulmans. On va revoir les causes, les vecteurs, les impacts et en dernier lieu, comment les recours et comment contrer cette animosité. Next. Alors, nos invités, il me fait plaisir de vous introduire. Next. Notre première invitée, Madame Denise Elie, qui est professeure titulaire à l'Institut national de recherche scientifique. Les, les acquis de Madame Elie sont nombreux, très nombreux, mais moi, je peux vous dire que c'était la première à s'intéresser à la communauté musulmane. Elle a fait une étude extraordinaire en 2002 avec des recommandations qui sont toujours très précieuses pour notre communauté jusqu'à nos jours. Donc, j'aimerais aussi citer next, Iman, que Madame Elie a deux ouvrages. Euh, le premier, Rétablir l'ordre, peur, méfiance et haine des minorités culturelles et sexuelles. On va aborder ce sujet aujourd'hui avec elle. Et le deuxième, Liberté d'expression versus égalité, des propos haineux. Donc, deux livres très intéressants, très pertinents pour notre discussion aujourd'hui. Next. Notre deuxième invitée est Idil Aïssa, qui est présidente et cofondatrice de FemCore. On va voir avec elle qu'est-ce que FemCore fait pour les femmes musulmanes et les femmes racisées. J'aimerais aussi citer qu'elle est récipiente de la distinction Femmes qui inspirent pour 2023, Women Who Inspire, qui est une distinction accordée à des femmes vraiment qui se démarquent dans notre communauté, des femmes inspirantes dont nous sommes très fiers. Vous l'avez aussi connue probablement si vous êtes à Montréal, car elle est la cofondatrice de Mouvement Montréal. Next, please. Et moi, je suis votre animatrice aujourd'hui, coprésidente du chapitre de Montréal. Next. J'ai assemblé ici quelques notions utiles qui vont nous servir de tremplin dans le sujet. Alors, le premier, next, c'est pour montrer comment la communauté musulmane, quand on parle de communauté musulmane, est diverse de point de vue ethnique, de point de vue origine. Donc, les chapitres ne sont pas récents. Par contre, on peut voir un peu le portrait démographique des musulmans qui sont au Québec. Et ces statistiques, je les dois à Madame Denise Elie qui nous les a fournies. Je n'ai pas les plus récentes, mais comme vous voyez, quand on dit être musulman, ça ne veut pas dire venir d'une région. On vient de plusieurs pays à travers le globe, donc des cultures très différentes. Et ceci est bien reflété dans notre organisme, le Conseil canadien des femmes musulmanes. J'aimerais aussi mentionner que nous avons des Québécois qui sont natifs, donc non immigrants, et nous avons aussi une jeune génération de musulmans. Et malheureusement, quand on va parler de préjugés, d'animosité, ça touche toutes les catégories. Non seulement nous, les immigrants qui sommes venus ici nous installer au Canada et au Québec, mais aussi la deuxième génération et les Québécois natifs, donc les Québécois de souche qui sont convertis. Next. La deuxième diapositive ici que j'aimerais porter à votre attention, c'est la loi qui a été passée par le ministre de la Justice, Arif Virani, et qui met des balises pour ce qu'on appelle le contenu préjudiciable en ligne. Donc, on va voir c'est quoi les catégories qui tombent sous cette loi
Et aussi, on peut voir que c'est pas seulement la haine, mais ça touche beaucoup, effectivement, je crois, en premier lieu à tout ce qui est pornographie contre les jeunes, qui cible les jeunes, le contenu intime qui est partagé de façon non consensuelle. On va débattre de cela avec Madame Elie, qui est spécialiste, et puis elle pourra nous dire comment cette loi se compare à ce que nous avons en Europe, par exemple. La prochaine, s'il vous plaît. Ok. Ici, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit, mais c'était simplement une étude qui a été faite aux États-Unis et qui montre le sentiment envers les minorités religieuses. Alors, si vous voulez voir euh, en dernier lieu, je dirais, c'est les musulmans. C'est l'impression la plus, disons, favorable aux communautés religieuses, c'est pour les musulmans. Ensuite, c'est les athées, les mormons, et puis on grimpe hindous, bouddhistes, chrétiens, jusqu'au dernier niveau, enfin le niveau le plus haut. Donc, ce qu'ils ont appelé un thermomètre. Et puis, l'étude passe de 2014 à 2017 et on voit que, bon, ils ont appelé que it's a warming feeling, donc c'est un sentiment qui devient plus favorable de 2014 à 2017, mais malheureusement, c'est toujours, les musulmans sont en dernier lieu, c'est-à-dire ceux on aime le moins, pour ne pas dire ceux qu'on déteste le plus. Alors, la suivante, s'il vous plaît. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur des mots clés. Quand je les entends, je sais que je vais m'attendre à quelque chose de très négatif. Alors, halal, le hijab, le jihad, sharia, Mohammed. Et j'ai ici pour vous un petit extrait audio des radios poubelles, parce que ça va être, je pense, un vecteur important de la haine, soit en ligne, c'est pas vraiment en ligne, mais c'est relié à ça. Et puis, on va entendre ensemble ce que c'est un député. Je n'ai pas voulu mettre son nom en relief, mais on va écouter le message qu'il dit à la radio. Ben, moi, j'en suis venu à cette conclusion-là. Je suis venu à la conclusion que l'islam, dans son ensemble, euh, aussi bien l'islam dit radical que l'islam qu'on qualifie de modéré, l'islam dans son ensemble est incompatible avec l'Occident, la démocratie, les valeurs occidentales, les droits fondamentaux tels qu'on les prêche et qu'on y croit vraiment, les droits fondamentaux de la personne. Les droits de l'homme, comme on dit avec les un droits grand de l'homme, H. comme on dit, tout ça, je suis obligé de constater que c'est incompatible. Ah oui. Avec l'islam. Et ça en général, pas juste l'islam radical, non, mais parce que les musulmans modérés, ils adhèrent encore à la charia. Ils ne posent pas des bombes, mais ils adhèrent à la charia. Et la charia, c'est incompatible avec les valeurs occidentales. Bon, alors je ne ferai pas de commentaires. Nous avons les spécialistes qui vont élaborer sur ce sujet. Next, please. Ben, moi... Alors, en dernier lieu, ce que nous pouvons faire, ça, je vais le garder pour la toute fin de la session. So, thank you, Iman. Là, je vais me tourner vers nos invités et je vais demander à Madame Elie, qu'est-ce que vous en pensez? D'où vient ce sentiment d'animosité, comme vous l'avez décrit, envers l'islam? D'abord envers l'islam. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Alors, je suppose que la question concerne l'animosité particulièrement envers l'islam au Québec. Oui, oui, merci de le préciser, effectivement. Sinon, le panorama s'élargit énormément si on parle du Canada anglais, des États-Unis ou de l'Europe. Alors, au Québec, moi j'ai quelques hypothèses, je pense
assez proche de la réalité, qui explique cela. Maintenant, une chose qu'il faut être très clair, quand on explique un phénomène sociologique comme l'animosité envers l'islam au Québec, on l'explique, mais ça ne veut pas dire qu'on le légitime ou qu'on l'excuse. Ce que ça veut dire, à mon sens, c'est que les gouvernants, les gens qui prennent des décisions politiques, ont donc la responsabilité, au contraire, si j'ose dire, de redresser la situation si la situation est négative, comme dans le cas de l'islam. Donc, expliquer une situation par l'histoire, par les situations politiques, la conjoncture internationale, n'excuse en rien. Je veux que ça soit clair parce que sinon on pourrait comprendre ce que je vais dire d'une manière tendancieuse. Bon, alors, au Québec, je pense que c'est très simple. On a 3 grandes sources qui alimentent l'animosité. Pour commencer, non pas uniquement envers l'islam, mais envers la religion générale. La société québécoise, franco-québécoise, est, disons, dans son immense majorité de ses membres, anti-religieuse pour des raisons historiques extrêmement compréhensibles, qui a été la domination d'un courant catholique, ce qu'on appelle ultramontain, qui était extrêmement conservateur, qui a joué de concurrence avec des régimes politiques absolument antidémocratiques et qui a vraiment tenté de maintenir une tutelle sur la société québécoise dans une idéologie de la victimisation et aussi d'un très grand conservatisme politique et moral. Donc il y a cette méchante histoire du Québec avec l'Église catholique qui ne s'est terminée réellement, officiellement que durant les années 60 et même avant un peu, mais qui fait qu'il y a un héritage très violent de méfiance, de dédain et de mépris de la religion. Et ce ne sont pas seulement les musulmans, c'est toutes les minorités religieuses qui sont en but à ça. Bon. D'autre part, il y a la lutte que vous connaissez toutes entre les courants fédéralistes et nationalistes. Et le grand argument contre le fédéral, évidemment, c'est la sauvegarde de la nation québécoise au sens, disons, culturel, que l'Église a énormément soutenu, un mouvement que l'Église a énormément soutenu, et qui est un mouvement, les mouvements nationalistes, très souvent sont de nature ethniciste, c'est-à-dire raciste et ethno-centré. Donc, comme toute la vie politique du Québec depuis les échecs des référendums par des mouvements indépendantistes qui avaient des idéologies beaucoup plus progressistes, beaucoup plus ouvertes. On ne peut pas comparer l'idéologie, par exemple, d'un René Lévesque avec l'idéologie de François Legault, ça n'a rien à voir. Ce mouvement indépendantiste, plus ou moins progressiste, social-démocrate, a disparu pour l'heure au Québec. Il est peut-être encore dans la société. On le verra aux prochaines élections. Mais ce qui domine depuis à peu près milieu des années 90, c'est un courant ethno-nationaliste, raciste, xénophobe, et qui joue sur la peur, l'image de victimisation du Québec, et qui est toujours en train, d'une certaine manière, de réclamer de nouveaux pouvoirs, faute de pouvoir lui-même gérer peut-être efficacement l'économie et la société québécoise. Donc, c'est le contexte. Madame Elie, là, ça explique que, si j'ai bien retenu, un sentiment contre la religion. Par contre, il y a plusieurs religions au Québec qui ont progressé, par exemple le bouddhisme. Et on se rappelle durant la crise du Covid et puis le racisme qui était adressé à la communauté asiatique, et ils n'ont pas dit ah, parce que ce sont des bouddhistes. Il semble que c'est seulement les musulmans. On est contre l'islam et on est aussi contre les musulmans. Alors, est-ce que je vois ça clairement? Vous pouvez me confirmer si c'est juste ou c'est pas juste? Me laisser finir ma présentation. Alors, Je m'excuse. donc, le troisième facteur,
extrêmement important. Il faut comprendre le contexte. Il ne s'agit pas simplement de toujours se centrer sur les musulmans, il faut comprendre le contexte. Il y a une tradition de connivence et de liens extrêmement profonds entre les élites franco-québécoises nationalistes et les élites républicaines françaises. Le courant français le plus réactionnaire, qui est anti-religieux aussi, anti-islam à mort en France à cause de la question de la guerre d'Algérie et des banlieues, ces élites sont en lien direct, et ce n'est pas un hasard si par exemple Mathieu Bocoté, qui est un des grands ténors du nationalisme ethnique québécois, fait carrière dans l'un des plus grands journaux de la droite française qu'est le Figaro. Il faut comprendre tout ça, comment ça s'alimente. Bon, maintenant que les musulmans soient particulièrement ciblés. Alors, vous avez un contexte historique. Et ce n'est pas un hasard si je vous cite tout ce que je viens de vous dire. C'est que quand vous êtes dans la tradition francophone anti-islam, c'est-à-dire française en définitive, et vous la portez, vous la reproduisez au Québec, vous reproduisez toutes les animosités françaises à l'égard de l'islam à cause de la guerre d'Algérie et des relations d'ailleurs actuellement qu'on a avec l'Afrique de l'Ouest, dont les pays sont des pays musulmans comme le Mali, le Niger. Donc, vous avez cette tradition qui joue, qui fait que l'islam est ciblé en milieu francophone politique, nationaliste. Donc, ça, il faut le comprendre. D'autre part, alors ça sont des facteurs historiques, ce sont des facteurs de reproduction de ces idéologies nationalistes francophones qui n'existent pas tellement en milieu anglophone, que ce soit américain ou britannique. Bon, d'autre part, vous avez la conjoncture depuis 20 ans. N'oubliez pas tout ce qui s'est passé sur la question des terroristes, les interventions au Moyen-Orient. On ne va pas rentrer sur toute l'explication de la politique internationale des États-Unis et de l'Europe au Moyen-Orient, qui fait que les pays arabes, les pays musulmans sont des ennemis. Et on est en train de voir très bien comment les États-Unis actuellement ne veulent pas lâcher la main sur ce qui se passe au Moyen-Orient, veulent être les acteurs d'une certaine paix qu'ils veulent imposer, et que pour ça, eh bien, il faut écraser, entre autres, le mouvement palestinien. Alors, on a tous ces facteurs historiques et conjoncturels qui jouent. Quand vous avez en plus, alors, et un grand facteur, qui est certainement beaucoup plus fort au Québec qu'en France, c'est qu'il n'y a, pour ainsi dire, au Québec, aucune connaissance de ce que sont les cultures autres que la culture locale, ou que la culture savante, disons, de salon française. Il n'y a pas d'expertise sur l'islam, comme on en a une aux États-Unis ou en France. Il n'y a aucune connaissance dans la population. Quand vous entendez un Jacques Brassard vous dire l'islam, c'est un monolithe absolument incompatible avec la démocratie, les droits humains, le respect des femmes et tout ça, vous vous rendez bien compte du degré d'ignorance énorme. Non seulement il y a des préjugés, il y a des biais, mais il y a une ignorance crasse, on dirait vulgairement, de ce qu'est l'islam ou ce qu'est la religion. Bon, c'est un débat. Alors, je pense que c'est pour ça aussi qu'un des moyens de lutter contre cette animosité, c'est non seulement de certainement parler de l'islam et de sa complexité et de toute son histoire, mais c'est aussi, particulièrement au Québec, je pense qu'il va vraiment falloir que les groupes musulmans communautaires se mettent en cheville ou se mettre vraiment à parler et à confronter les médias. Parce que les grands vecteurs de l'animosité envers l'islam, c'est deux groupes. C'est les élites nationalistes, le GO et la CAQ en premier lieu en ce moment, et c'est les médias. Et les médias sont d'une ignorance crasse sur l'islam et sur ce qui se passe en politique internationale. Ce n'est pas forcément toujours leur faute actuellement parce que les médias écrits et les médias d'analyse sont en régression dans le monde entier et particulièrement au Québec puisque ce n'est pas une société très riche. Donc, on n'a plus de journalisme, d'analyse pour véritablement planter le décor et réduire les biais et les préjugés. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur la première question.
Merci beaucoup. Je crois que vous avez répondu à ma question implicitement. Maintenant, je vais demander à Idil, comment se traduit cette animosité envers les musulmans, les musulmanes en particulier? Et ceci va, j'espère, nous amener à parler de votre organisme Femme Corps, parce que vous vous occupez justement des inégalités, de l'injustice envers les femmes racisées. Oui, merci beaucoup, Sama. Je vais me débrouiller en français. J'avoue que je suis anglophone, mais je vais essayer au moins de parler en français. La montée de la haine au Québec envers les musulmanes, il y a une généalogie. Moi, j'habite ici à Montréal depuis 2016 à peu près. Mais j'étais ici avant pour faire mon bac en 2003 à peu près, à 2003 à 2008. Ensuite, j'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé en Malaisie, en Afrique du Sud, etc. Et je suis revenue en 2016. Alors, c'est vrai que je n'étais pas ici lors de le débat autour de la charte des valeurs, mais je sais que tout ce débat n'a pas commencé avec la loi 21. Mais c'est vraiment à partir de la loi 21 que je me suis impliquée et que j'ai essayé de coordonner avec des femmes musulmanes au Québec. J'ai su que il va y avoir un dépôt d'une loi bientôt. C'était à peu près en 2018, l'automne de 2018. Le gouvernement Coalition Avenir Québec, en fait, a proposé que l'un de leurs premiers projets de loi, ce serait un projet sur la laïcité. Alors, on savait que aussitôt que la CAQ serait au pouvoir, ça serait sur l'agenda. Alors, j'ai fait mon mieux d'organiser les femmes qui étaient dans mon network. On a commencé sur Facebook. On a créé un petit groupe juste informel pour échanger des idées, s'il y avait un journaliste qui nous a contactés, on a pu partager ce contact avec les autres femmes. Il y avait plusieurs femmes dans le groupe qui étaient des professeurs et qui étudiaient le droit. Alors, elles étaient affectées directement par la loi parce que la loi 21, ceux qui travaillent pour le gouvernement, qui représentent le gouvernement, peuvent pas porter les signes qu'on appelle ostentatoires. Alors, plusieurs des femmes dans notre groupe étaient affectées directement par la loi. Et c'était une façon de se ressourcer et même juste de parler. C'était un moment difficile pour nous. Et c'était une façon vraiment de juste jaser, de vraiment avoir un sens de solidarité sur ce sujet. Et en termes comment cette montée de la haine a commencé, vraiment, ça, c'est pour les experts. Je sais que j'aime beaucoup, j'ai lu ce que, par exemple, Leila Ben Hadjouja a écrit sur ce sujet à propos de les connexions avec la France, ce que la panéliste Denise a mentionné aussi, qu'il y a des liens avec la France et les politiques là-bas qui ont été un peu importés ici au Québec. Mais il y a un argument dans le reste du Canada que vraiment ce problème est spécifique au Québec. Mais je pense que l'islamophobie, c'est partout au Canada. Le saveur, c'est peut-être un peu différent, mais quand même, le reste du Canada ne peut pas dire que c'est seulement au Québec qu'on a vraiment l'islamophobie. Moi, j'ai remarqué que avec la loi 21, il y a très peu d'opposition officielle provenant de le reste du Canada. Par exemple, du Premier ministre, c'est récemment qu'ils ont proposé qu'ils vont intervenir
en termes le cas qui est en train je vais le dire en anglais, there's a case moving from Quebec Superior Court to the Supreme Court, and it's only now that the government is saying they will intervene and kind of make official their opposition to this law. Alors, c'est un peu tard, c'est depuis 2019 qu'on a cette loi qui vraiment discrimine sur la base des droits fondamentaux. Alors, récemment, il y avait des articles et des nouvelles qui parlaient du fait que le Quebec Superior Court a jugé que en fait, la loi 21, c'est constitutionnel. Mais moi, j'étudie le droit, et alors je commence un peu à comprendre qu'en fait, c'est un peu... techniquement, c'est vrai. Technically, it's correct, but it's misleading. Parce qu'en fait, le gouvernement a utilisé la clause dérogatoire, la clause 33, qui permet au gouvernement de proposer un projet de loi qui n'est pas constitutionnel. Alors, la loi 21 est profondément pas constitutionnelle, sauf qu'il utilise la clause dérogatoire. Alors, les articles, les nouvelles qui disent que, oh, voilà, tout est réglé, la loi 21 est constitutionnelle, non, c'est vraiment pas. Alors, j'attends avec tout le monde quels seront les résultats au Cour suprême. Merci, Edith, pour cette explication. Vous apportez un point très important, c'est que les lois, c'est fait par des hommes, enfin des hommes et des femmes, mais avec une certaine perspective. Donc, si on dit que la loi est constitutionnelle, il faudrait peut-être voir c'est qui a écrit ces lois, c'est qui regarde ces lois. Donc, c'est un point très important que vous avez souligné ici. Et on espère qu'avec des avocates comme vous, qui vont peut-être un jour voulez être juges, vous allez changer les lois, changer les perspectives, parce que ça aussi, c'est à prendre en considération. Euh, un autre aspect, quand vous avez dit que les femmes que vous rencontrez, ce sont des lieux où vous pouvez vous soutenir, ça, c'est parce que vraiment, il y a des micro-agressions, c'est-à-dire les meurtres font les grandes manchettes dans les journaux. Mais il y a toujours ce qu'on appelle les micro-agressions, les insultes, les rentrer chez toi, c'est quoi ce truc que tu as sur la tête? Est-ce que tu prends ta douche avec ça? Est-ce que tu m'entends avec ce truc? Donc, toutes ces micro-agressions qui nous rendent la vie, je dirais, désagréable, je ne veux pas dire impossible, donc je ne veux pas exagérer, mais quand même qui vous font sentir toujours que vous ne faites pas partie de la société, c'est toutes ces micro-agressions. Et puis, on a besoin de réseaux de soutien euh, pour nous toutes. Maintenant, puisqu'on parle de la haine en ligne, je vais me permettre de demander à Denise Elie euh, pour son livre Rétablir l'ordre. C'est une étude de vraiment un bijou, plus que 300 pages, mais Denise, est-ce que vous pouvez nous donner comme un petit résumé, surtout sur l'impact de l'Internet, l'impact des médias sociaux sur l'esprit, comment la haine a été formée dans l'esprit de Bissonnette, d'Alexandre Bissonnette, car il y a toute une série d'analyses là-dessus. Donc, si vous voulez bien nous en dire un mot. Oh oui, dans le livre que vous citez, il y a un article par Boris, euh, un de mes collègues, sur effectivement comment Bissonnette s'est alimenté à des sites de médias sociaux islamophobes, anti-religieux. Je veux dire, c'est très très clair. Je pense qu'il n'y a même plus rien à discuter là-dessus. C'est très très clair que quand vous avez des personnes qui
le plus souvent ont des problèmes, disons, psychiatriques, psychologiques, sinon psychiatriques. S'il y a sur les médias sociaux des moyens d'exprimer et de donner libre cours à leur colère ou à leur frustration, et s'il y a des discours qui légitiment leur violence, ça joue. Ça, on le connaît. La question, elle n'est pas là. Ça, c'est très connu maintenant. On le sait. Ensuite, de toute l'utilité, l'usage, disons, des médias sociaux, des fois pour organiser des gestes de violence extrêmement sérieux, comme des meurtres, comme on a eu à la mosquée à Québec. Je pense que la question, elle n'est pas là. La question, c'est comment on peut essayer, comment les États, les gouvernements, enfin les États, peuvent tenter d'endiguer cette influence. Alors ça, c'est un débat qui dure depuis quasi 10 ans. Qui a donné lieu à une législation européenne et en France et en Allemagne et en Angleterre. Le Canada a mis une éternité à s'enligner. La première proposition de loi a été en 2019. Les conservateurs se sont opposés au nom de l'atteinte à la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on doit avoir le droit de dire tout ce qu'on veut. Même si cela déplaît ou blesse ou humilie des gens. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est comme dans l'esprit de la loi américaine, c'est de cibler quelqu'un en particulier et de le cibler par de la haine qui peut conduire à un geste violent. Donc c'est très limité. Ça, c'est la position des conservateurs et d'un certain nombre d'intervenants politiques canadiens. Alors, le gouvernement vient de tabler, il y a un projet de loi, attention, la loi n'est pas passée, c'est un projet de loi qui est en discussion, ça va mettre au moins 1 an en discussion, il faut que ça aille aux communes et au Sénat. Le projet de loi s'inspire énormément de des législations européennes. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que un individu qui s'estimerait lésé, humilié, menacé par un message sur un médium social quel qu'il soit, pourrait se plaindre à un nouvel organisme qui va être créé, composé de 5 personnes, et la plateforme numérique, c'est-à-dire le média, enfin, le serveur qui héberge le média en cause, fautif, aura 24 heures pour retirer ses propos. Bon, ça c'est très connu, ça existe en Europe depuis déjà 4-5 ans. Ça donne des résultats, mais ça n'endigue pas totalement. Et je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La haine en ligne ne s'endigue pas totalement. Elle peut juste se contrôler. Et là, il faut mettre d'énormes moyens et ce n'est pas facile du tout. Il faut savoir, par exemple, que Facebook, il y a 3-4 ans, avait quelques 20 000 personnes qui surveillaient tout ce qu'ils disaient sur Facebook et qui retiraient du contenu, en plus d'algorithmes qui font ce travail. Donc, c'est un énorme travail. Alors, c'est pour ça que la loi est importante, la loi est centrale. Celle qui est proposée semble un peu plus sévère que celles qui sont parfois proposées en Europe. Par exemple, l'incitation au génocide va être punie logiquement de prison à vie désormais. Un propos haineux ou un crime haineux va être puni, sanctionné de 5 ans de prison au lieu de 2, c'est-à-dire ils ont durci les sanctions. Et les plateformes qui ne respecteraient pas, qui ne retireraient pas les contenus haineux dont se sont plaints des internautes, se verraient imposer de très fortes amendes. On parle de 6% de leurs revenus globaux, donc ça voudrait dire parfois jusqu'à concurrence de 10 millions par infraction. Comment, alors, la question actuelle, c'est pour n'importe quel projet de loi, c'est comment, d'abord cela va être retoqué, amendé par les différents partis, et secondo, comment ils vont mettre en œuvre concrètement ce contrôle. Et ça, c'est extrêmement compliqué. On a quelques exemples en Allemagne, parce qu'on a des rapports qui sont relativement positifs.
Mais je pense, si la loi est indispensable, si la loi qui s'amène, enfin qui est sur la table en ce moment, semble pouvoir être très utile et est indispensable, je pense que c'est par d'autres moyens aussi qu'il faut lutter. Alors, vous ne ferez jamais taire des leaders politiques ethno-nationalistes, racistes, islamophobes, c'est la liberté d'expression. Maintenant, on peut les contrer, on peut les répliquer, et c'est pour ça, on peut le répliquer. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une alliance des groupes victimisés par les propos haineux, ou par le racisme ou l'intolérance religieuse, avec certains médias et certains journalistes. Parce que quand vous avez un Jacques Brassard, par exemple, qui dit ce que vous avez rediffusé, il faudrait vraiment que là, il y ait une réplique publique, ou en télévision ou en journal. C'est-à-dire il faut établir des liens très, très proches avec les véhicules de ce qui est la parole publique, parce que sinon, ce que font les organismes communautaires, c'est bon, de contrer ces discours-là dans des milieux extrêmement restreints. Et le problème, pas le milieu restreint, c'est le grand public. C'est un problème véritablement d'idéologie nationale. Donc, je pense que ça serait important. L'autre chose, alors, très souvent, vous me dites, j'entends de la part de leaders communautaires qu'il y a une montée des crimes et propos haineux à l'égard des musulmans. Quand on regarde les statistiques, c'est faux. J'ai encore envoyé à Sama il y a peut-être une demi-heure les dernières statistiques de 2022. Le groupe religieux le plus ciblé, c'est peut-être triste à dire en ce moment, le plus ciblé est le judaïque. Okay. Maintenant, il faut comprendre une chose. Si les musulmans, si sur le terrain, la plupart des musulmans, et des musulmanes particulièrement, se sentent agressés, exposés à des micro-agressions, comme disait Sama. Le problème, c'est qu'elles ne se plaignent pas, qu'il n'y a pas de moyens très aisés dans la population musulmane de se plaindre. Et ça, c'est un problème énorme. Alors que du côté, par exemple, des populations juives, c'est organisé. Alors, il y a des choses, moi je ne comprends pas comment il n'y a pas encore eu une demande de subvention d'un organisme musulman demandant un financement permanent, pérenne, pour l'ouverture, l'existence d'une ligne ouverte de plainte 24 heures sur 24 avec des juristes au bout de la ligne. Ça coûte très cher. Donc, il faut un financement fédéral pérenne pour répondre à ces demandes. Chaque fois qu'on fait des enquêtes au Canada, anglais ou au Québec, c'est toujours la même réponse. Que pensez-vous de votre victimisation par des propos et des gestes haineux dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Oh, ben, je n'ai pas confiance en la police. Je ne comprends pas la loi, je ne sais pas comment il faut porter plainte. Donc, ce que je fais, c'est que je me replie sur mon milieu familial, mon milieu proche, et puis j'essaie de passer à travers la crise. Très bien, mais là, on va nulle part, si j'ose dire. Au niveau public, au niveau politique publique et problème social, on ne va nulle part. Il faut absolument qu'il y ait une plainte. Si vous inondez les services de police ou les commissions des droits de la personne, c'est du lobbying en un sens. Il faut le comprendre. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un lobbying aux communes par le Forum musulman pour créer un financement d'une ligne publique avec des juristes. Ce n'est pas forcément des juristes de confession musulmane, des juristes, peu importe, qui sont capables de répondre parce que ce n'est pas facile de porter plainte. Vraiment pas facile. Bon. Et puis, il faudrait aussi qu'il y ait un certain nombre de pro bono, avocats musulmans, juristes musulmans qui fassent du pro bono là-dessus. Et puis ce droit de réplique qu'il faudrait négocier avec certains médias qui sont beaucoup moins islamophobes que d'autres au Canada anglais, donc ça pourrait se faire. Et puis, il faut apprendre, par exemple, la grande leçon au Québec sur la question de la plainte sur des propos haineux, ça a été le procès, je ne me souviens même plus de son nom, qui a été intenté par une jeune femme qui s'était fait humilier par rapport au port du voile et tout ça. Et au lieu de porter plainte au criminel, qui est extrêmement compliqué, elle est allée porter plainte pour diffamation. Et elle a gagné.
Elle a eu une indemnité financière. Parce que vous avez deux modes de plainte. Et ça, là, moi, ça fait 20 ans que je parle de ça dans des milieux musulmans. C'est pas connu, c'est pas clair pour la plupart des gens. Vous allez à une commission des droits de la personne, vous portez plainte pour discrimination, parce que c'est de la discrimination, de vous dire pourquoi vous portez le voile, par exemple. Et là, c'est la commission locale qui fait les enquêtes et qui mène l'affaire, et vous obtenez éventuellement, si vous avez gain de cause, vous obtenez une indemnité financière. Ou vous allez au criminel, un tribunal de droit criminel, et là, ce que vous obtenez si vous avez gain de cause, c'est une sanction pénale, c'est-à-dire une punition de prison pour le commettant, pour la personne qui vous a attaqué et qui vous a agressé. Ça, c'est très compliqué. Et la police, il faut aussi bien comprendre ça pour ne pas se tromper d'ennemi, si j'ose dire. Ce n'est pas la police qui décide de la validité d'une plainte. C'est ce qu'on appelle le directeur des poursuites pénales. Donc, c'est un haut fonctionnaire de la justice qui décide. La police ne fait qu'enquête et dépose son rapport d'enquête sur l'incident, sur l'agression, auprès de cette personne. Par exemple, au palais de justice à Montréal, et c'est cette personne qui décide. Et il faut faire la preuve, suivant la loi canadienne, que le commettant, celui qui vous a injurié, celui qui vous a arraché le voile, celui qui vous a traité de je ne sais quoi, qu'il y avait une intention malfaisante. Donc, il faut qu'il y ait un témoin ou il faut qu'il y ait un enregistrement. C'est extrêmement compliqué au niveau du droit criminel et ça, la nouvelle loi ne le change pas. Donc, la grande voie pour se défendre contre ça au niveau juridique, à mon sens, c'est plus les commissions des droits de la personne. Et la nouvelle loi est en train de rétablir ce droit de porter plainte pour propos haineux aux commissions des droits de la personne provinciales. Merci. Je vais demander à Édile si vous avez des idées, des réflexions sur le projet de loi C-63, justement, qui traite de la haine en ligne, qui vient d'être déposé. Oui, j'ai pas beaucoup à ajouter en termes de la loi 63. D'après ce que j'ai lu à propos de cette loi, il y avait comme une entente entre les partis au niveau fédéral, plus pour protéger les jeunes. Alors, c'est bien, mais quand même, les actes d'islamophobie, c'est tout le monde, les femmes, les adultes, par exemple, comme ça. Alors, c'est souvent ça qui arrive parce que il y a un certain élément de négociation. Alors, peut-être un parti voulait avoir le projet de loi avec une liste de propositions, mais ils ont pu négocier seulement quelques-uns. Alors, c'est seulement ça que j'aimerais ajouter. Et ça arrive souvent, par exemple, il y avait une autre loi à propos des, je ne sais pas le mot en français, mais temporary foreign workers. Et au lieu vraiment de protéger ces personnes vulnérables, c'était plus, ils ont changer la loi pour viser pour les victimes de la trafic, human trafficking, ce qui est important, mais qui est un peu autre chose. Alors, mais j'avoue que je dois lire plus attentivement la loi 63. J'ai juste quelques commentaires que je peux ajouter à ça. Ce qui m'amène à demander à Denise Elie, vous avez suggéré d'avoir comme une première ligne pour recevoir les plaintes. Est-ce que vous pensez que le bureau de Amira El Gawabi, qui est la représentante fédérale contre l'islamophobie, pourrait parrainer ce projet ou bien est-ce qu'on peut avoir quelque chose à travers son bureau? Oui, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas en tête son mandat officiel. C'est-à-dire, si elle a le droit de faire ce genre de recommandations, mais je ne vois pas pourquoi. Moi, je pense, c'est très simple. On est dans une société démocratique, quand même.
C'est évident. Donc, la seule manière d'agir pour obtenir quelque chose, c'est le lobbying. C'est tout. Il faut jouer au lobbying. Et ça commence. Je veux dire, il y a maintenant un forum musulman aux communes. Il y a eu, vous avez vu, à propos de toute la question aussi de Gaza, le retrait de 400 membres du Parti libéral canadien qui se déclarent de confession musulmane, qui ont retiré leur financement au parti. Il y a des initiatives, il y a l'histoire des archives des musulmans payés par le fédéral, ça c'est du lobbying. Il faut du lobbying. Il faut du lobbying, il faut utiliser la puissance simplement du vote et de la présence des musulmans au Canada et jouer le jeu politique. C'est par là que ça passe. Alors, le grand problème avec la population musulmane, et ça c'est un peu tragique à mon sens, c'est que c'est un des rares flux migratoires au Canada, dans l'histoire canadienne, peut-être nord-américaine, mais canadienne, c'est clair, qui est extrêmement différencié. C'est-à-dire, on a, je ne sais pas, 50 pays, pas 50, peut-être 37 pays d'origine, des langues différentes, des histoires politiques différentes, des évolutions économiques différentes, des intérêts extrêmement différents. Quel est l'intérêt commun entre l'Algérie et l'Arabie saoudite? Et l'intérêt commun entre l'Arabie saoudite et le Pakistan ou le Bangladesh. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué de faire une coalition. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire des coalitions ponctuelles sur des points précis. Par exemple, la loi 21. Mais la loi 21, il ne faut pas se tromper d'ennemi, là, encore une fois. La plainte qui a été déposée était très bien, mais l'enjeu de la loi 21, ce n'est pas simplement la discrimination du personnel qui porte des signes religieux dans le secteur scolaire, c'est l'usage de la clause dérogatoire qui permet à un gouvernement ou à n'importe quel gouvernement provincial, mais particulièrement au gouvernement nationaliste, raciste québécois actuel, de passer des lois qui portent atteinte à des droits des minorités. Mais ils ont le droit de le faire. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemi. S'il y a un lobbying à faire, c'est contre l'usage immodéré de la clause dérogatoire au Canada. C'est des enjeux, c'est ça où il faut que, à mon sens, les enjeux de l'islamophobie, de cette intolérance religieuse, il faut les monter un peu d'un autre niveau parce que maintenant, la population musulmane au Canada est nombreuse, représente des comtés électoraux, est éduquée, a appris à, comme on dit en bon québécois, à coper, c'est-à-dire a appris à jouer un peu le jeu des institutions canadiennes. Ça fait quand même maintenant 30 à 50 ans que le flux migratoire musulman est installé au Canada et il faut rentrer dans le jeu et rentrer de plein pied. Pour ça, je répète, il y a la difficulté de faire des alliances intra-population musulmane, c'est vrai, mais je pense que c'est la seule manière. Et, et nous sommes très fiers de dire que Idil Aïssa s'est engagé politiquement parce que finalement, c'est ça que ça prend, c'est des personnes qui vont jouer sur le plan politique. En même temps, on voit que durant les périodes d'élection, il y a une montée contre l'islamophobie. Donc, peut-être, Idil, vous voulez nous en parler un petit peu de votre expérience? Mhm. Oui, j'étais cofondatrice de la partie politique Mouvement Montréal avec quelqu'un qui s'appelle Balarama Holness. C'était son idée, il a proposé, il m'a téléphoné, il m'a dit, Idil, écoute, je vais commencer un parti politique parce que moi, je vois que au conseil administratif de la ville de Montréal, ce n'est pas représentatif de la population de Montréal. Alors moi, je me suis dit oui, je suis tout à fait d'accord. Alors on a commencé comme ça, et c'était assez simple. Le processus démocratique ici au Canada, c'est assez simple. Il fallait avoir 100 signatures et on a rempli une page qui était assez simple et on a commencé notre parti politique. Et je me suis présentée au centre-ville
Et ça, c'était important pour nous parce que normalement, les partis politiques, quand ils attirent ou ils font des liens avec les communautés, comme on dit, culturelles, si moi je me suis présentée avec une autre parti politique, peut-être ils me mettront dans une district où il y a ma communauté culturelle, par exemple. Mais pour notre parti, je me suis présentée au centre-ville, au district du business. Alors, comme ça ne veut pas dire que les autres districts sont pas importants, ils sont importants, mais c'est juste pour dire que il faut pas restricter nos candidats issus de la diversité pour le mettre comme on dit, pour créer des candidates ou candidats poteaux et garder les postes dans les strongholds, comme on dit, châteaux forts pour les candidats des communautés majoritaires. Alors, la façon dont on a fait la politique était très différente. C'était inclusif. On voulait s'assurer que notre parti représentait tout le Montréal. Alors, il y avait des personnes issues de différentes minorités, comme différentes orientations sexuelles, des personnes de différentes religions, des personnes juives, musulmanes, hindous, tout le monde. Alors, je pense que même si on n'a pas gagné, moi j'ai gagné, peut-être 23% de la vote, ce qui était c'était un résultat qui était assez bien. Si on se rappelle que la première fois que Projet Montréal s'est présenté, ils ont gagné seulement un siège et c'était le siège du leader. Alors, c'est comme ça qu'on commence avec 23% de la vote. Mais c'était une expérience intéressante et je me suis rendu compte que les Montréalais, ils étaient moins concernés avec ma façon de s'habiller. Ils étaient plus concernés, par exemple, par le logement, des autres sujets qui touchaient leur vie. Et effectivement. Et est-ce que vous avez reçu des remarques désobligeantes en ligne? Parce que là, comme on parle de la haine en ligne, et on sait que Twitter, ça va être le milieu où vous allez recevoir malheureusement euh, des propos blessants, des propos désagréables, pour ne pas dire haineux. Euh, Je reçois des propos haineux, mais par exemple, il y avait une fois, j'étais sur un panel invité par Amnesty International et j'ai dit une phrase que les nationalistes n'aimaient pas beaucoup. Alors, ils recyclent cette phrase et de temps en temps, je reçois de la haine sur l'Internet à cause de ça ou parfois Mathieu Bocoté écrit un article sur moi, alors je reçois encore une autre volée de la haine, mais moi, je suis quelqu'un qui a un peau qui est assez épais. I have a thick skin, alors pour moi, c'est quand même, mais quand même, parfois ce n'est pas plaisant, mais ça ne m'affecte pas beaucoup. Bravo, parce que ça nous affecte, là. C'est sûr qu'on veut être populaire, c'est sûr qu'on veut qu'on nous dise que vous êtes adorable, qu'on va vous appuyer, qu'on va voter pour vous. Et puis, quand on reçoit quelque chose de désobligeant, c'est comme une brique. Donc, oui, vous donnez un bon exemple ici, c'est que il faut prendre ça, je dirais pas à la légère, mais il faut passer à travers. Oui. Et puis, pour revenir à ce que Madame Elie disait, qu'il faut aller du lobbying, effectivement, vous avez aussi mentionné, Denise, que la loi 21, c'est pas seulement la loi, c'est comment la loi est appliquée, comment la loi est interprétée, comment la loi nous montre comme des personnes qui sont marginalisées, vivant à l'extérieur de la société, des personnes qui ne méritent pas d'avoir des postes d'autorité. Donc, je dirais que ça, c'est pas seulement la loi, ça va être
très difficile quand vous parlez de lobbying. Vous savez que le lobbying, c'est un travail vraiment à plein temps. C'est un travail qui est assez stressant. C'est pas facile de faire du lobbying. Donc, j'aime beaucoup votre idée de dire qu'il faut demander des subventions pour faire ce lobbying. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance? Est-ce qu'il y a d'autres communautés qui ont demandé ce même genre de soutien financier pour faire du lobbying? Non, pour faire du lobbying politique, vous n'aurez jamais de subvention. Ça, c'est pas le rôle d'un gouvernement de payer ça. Ça doit venir de la base. Mais vous avez quand même maintenant des députés de confession musulmane aux communes. Vous avez des... il faut aussi voir l'autre aspect de la médaille. On est là sur l'aspect, si j'ose dire, victimisation, qui est très important pour la population musulmane. Mais il faut quand même regarder comment cette population, depuis 30 ou 50 ans, où il y a un fort courant migratoire, a pénétré dans la société canadienne ou même québécoise. On a des gens qui sont en position de décision, on a des députés. Il faut aussi voir l'aspect positif. Je veux dire, ça ne se fait pas en 30 secondes de se faire admettre dans une société quand on a de telles barrières à surmonter. Donc, il faut le faire. Mais le financement, il doit venir de la base. Et est-ce que vous pensez que nous n'avons pas fait des progrès, Madame Elie? Aussi, moi, je trouve que vous avez fait d'énormes progrès. Avec une petite note d'optimisme. Absolument, moi je ne suis pas du tout négative là-dessus. On est en train de parler d'un aspect négatif, donc je le commente, mais je ne suis pas du tout négative. Moi je trouve qu'au contraire, vu les handicaps que connaît la population musulmane pour, disons, s'établir dans la société canadienne, il y a eu d'énormes progrès en 30 ans. Écoutez, le flux musulman vraiment important commence à la fin des années 80, c'est depuis les années 90, donc ça fait jamais que 30 ans. Avant, on avait le flux indien, indo-pakistanais, un peu aussi africain, donc surtout en Ontario et dans l'Ouest. Mais le flux maghrébin qui est devenu majoritaire et qui est majoritaire, les statistiques que vous avez données, Samara, datent de 2011. En 2021, au recensement, on avait plus de 400 000 musulmans à Montréal. Bon, avec une énorme croissance du flux du Maghreb. Bon, donc il y a eu, et même je dirais, au niveau de l'islamophobie, vous avez des acteurs de l'islamophobie. Alors évidemment, même le journal de Montréal est moins islamophobe qu'il était il y a 20 ans. Ils se permettent moins d'attaques vraiment vulgaires. Sur la loi 21, comme l'a dit Idil, c'est presque un silence. Qui c'est qui a fait un grand discours pour dire une victoire de la nation québécoise? C'est le ministre de la Justice. On s'y attendait. Je veux dire, c'est quasi son rôle et sa fonction et sa carrière politique, mais on n'a pas eu tellement de soutien au sein de la presse francophone. Je veux dire, on dirait que c'est un débat qui est en train de... Il ne va pas disparaître, mais il est en train de s'amoindrir, d'être de moins en moins, parce que ça n'a plus d'allure, puis ça n'a pas d'importance. Pour la majorité de l'opinion publique, maintenant, la question de la religion n'est plus un enjeu. On n'est pas là. On est dans l'enjeu de l'inflation, de Gaza, du logement. Donc là-dessus, les élites, les grands discours nationalistes, racistes, islamophobes sont en train de perdre du terrain. Donc c'est le moment. Et de l'autre côté, petit à petit, se créent des lobbies musulmans. Et donc, il faut pousser. Et pour pousser, il faut lever des fonds. Et il faut avoir des gens qui veulent bien passer du temps parce qu'effectivement, comme vous dites, Samara, c'est extrêmement prenant. C'est dur le lobby politique. Mais il faut présenter des candidats, il faut contrer le discours, il faut damer le pion.
Et je pense que maintenant, la population musulmane a les moyens, elle a l'expertise, elle a la connaissance du système, elle est rentrée dans le système. Oui, oui, certainement. Je dirais, on a appris parce que maintenant nous avons des immigrants qui ont été, qui ont vécu au Québec. Nous avons des musulmans de seconde génération qui sont élevés dans le système. Donc, comme vous dites, il y a de l'espoir, mais il faut s'y mettre. Il faut mettre l'effort, le travail et puis surtout l'intérêt. C'est alors, là-dessus, je vais demander à Idil, c'est quoi vos projets, Idil, pour un futur proche, Inch'Allah? Inch'Allah. Pour l'instant, le projet, c'est de terminer le droit. Il me reste 1 an. Alors, après, je vais me présenter. I have to take the bar exam. So, alors, ça, c'est le projet que je me penche dessus maintenant. Mais entre-temps aussi, je maintiens le groupe informel Femmes Corps, Femmes musulmanes contre le racisme. J'aime le fait que c'est informel parce que ça permet à plusieurs personnes de prendre l'initiative, de l'utiliser pour leur propre projet. Et oui, je le maintiens comme ça. Et parfois, si on me demande pour parler ou intervenir ou peut-être écrire de temps en temps sur la loi 21, je fais cela parce que je pense que vraiment c'est important de toujours lutter contre la loi 21, en particulier parce que c'est pas, ça n'a pas le, euh, ça n'a pas atteint le cours suprême. Alors, oui, c'est ce que je fais maintenant. Oui, et je suis membre de CCMW. Alors, de temps en temps, je, Et nous sommes très heureuses de vous avoir parmi nous, Idil. Alors, j'avais deux diapositives. Je vais demander à Iman de les mettre sur l'écran parce que je pense que c'est une chose, combattre la haine en ligne. Ça, c'est quelque chose qui nous touche toutes et tous comme musulmans. Et si on n'est même pas musulman, il y a quelque chose à faire. Donc, surveiller, par exemple, les groupes haineux, surveiller les pages publiques des médias. Denise Eli a fait allusion aux médias. Et puis, il y a prendre des captures d'écran, documenter des exemples quand on voit qu'il y a de la bigoterie ou du racisme. Il y a parfois, on voit une célébration et incitation à la violence. On se rappelle que celui qui a fait les meurtres à Christchurch, il avait filmé ça, puis il mettait ça en direct. Donc, on ne peut pas vraiment imaginer quelque chose de plus violent et c'est une célébration finalement. Les menaces de mort et harcèlement ciblé, ça aussi, il faut le dénoncer. Donc, c'est le travail de nous tous et toutes. Next, please. Vous avez aussi mentionné les informations, comme Denise a dit, ce que nous avons entendu sur l'islam, ce que ce député pensait de l'islam doit être corrigé, rectifié. Donc, il y a un énorme travail d'éducation à faire à tous les niveaux. On peut aussi commencer, signer des pétitions, mener des campagnes de médias sociaux euh, et surtout aussi ce que vous avez mentionné, prendre position quand vous êtes témoin. C'est-à-dire si vous voyez, vous êtes témoin d'une agression dans la rue, bon, filmez ça, restez avec la personne sans vous mettre en danger, mais quand même, si vous allez porter plainte, ça aide toujours. Je dirais même c'est essentiel d'avoir un témoignage, une photo, ou un témoignage oral, quelque chose pour appuyer finalement votre demande, votre requête.
Je remercie beaucoup Iman qui a pris soin de passer ces diapositives, qui assure toujours notre soutien technique. Merci beaucoup Iman. On revient à nos deux invités, s'il vous plaît. Et si vous avez, est-ce qu'on a des questions, Iman? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des commentaires? Il n'y a pas de questions dans le chat, mais peut-être Madame Carmen Farah, Monsieur Guillaume, est-ce que vous avez des questions pour pour nos invités? C'était bien clair? Nous avons 15 minutes. Ça passe très vite, donc s'il y a des questions, des commentaires, Hmm. Peut-être moi, je vais te dire quelque chose. Euh, il faut vraiment, quand on réfléchit un peu ce qui se passe, c'est que c'est une réalité vécue pour les femmes musulmanes au Québec ou ailleurs dans le Canada. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Cette espèce de vie existe toujours. Donc, il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire du lobbying. Vous savez que, il y a eu beaucoup de rassemblements des musulmans pendant ces 6 mois depuis la guerre euh, au Moyen-Orient. Et même avant ça, il y a eu beaucoup d'actions collectives de la part des musulmans, comme par exemple NCCM. Et puis, il y a d'autres groupes aussi, mais ils se regroupent, c'est-à-dire tous les musulmans au pays euh, se regroupent pour faire le lobbying. Et je pense que le succès qu'on a observé euh, quant à Gaza, par exemple, l'élimination, ou pas vraiment l'élimination, mais un arrêt euh, des armes ou des ventes des armes à l'Israël, provient de la lobbying que nous avons fait. Et également, demander un cessez-le-feu, c'était à cause de notre lobbying. Donc, ça marche, on fait ça, mais il ne faut, on ne peut pas jamais dire que ça y est, on est bien maintenant. C'est une lutte qui va durer notre vie, n'est-ce pas, toute la vie. Parce que les injustices qui existent, existeront dans le futur aussi. Mais je remercie vraiment euh, les travaux et les luttes de IDIL et les membres de Femmes Corps et également les recherches que Madame Elie a faites parce que c'est comme ça qu'on devient, on reste au courant des sujets, des informations qu'il nous faut pour continuer la lutte. Et puis, euh, la personne qui est toujours là pour nous aider, c'est Sama à Montréal, parce elle a beaucoup d'énergie. Donc, je veux remercier autant Sama. que je l'aurais voulu, mais on fait pas possible. Non, c'est vrai. Donc, c'est ce que je voulais dire, mais merci beaucoup hein, de tous vos efforts. Merci à vous d'avoir Merci. organisé cette conversation. Je pense que c'est fort utile. Et moi, je ne sais pas, moi, je suis relativement optimiste en ce moment. Et Dieu sait que le contexte est abominable. Mais au niveau local, au niveau canadien, je trouve que c'est en train de se mettre en place et puis dans 2 ans, je suppose qu'on n'aura plus ces élites ethno-nationalistes assez vulgaires et que donc on va passer à autre chose. C'est Voilà. ça. Et puis peut-être ça va durer toute une génération, mais on va continuer. Il faut. C'est ça. Merci. Oui. Et Merci. il faut continuer absolument. Puis nous sommes vraiment chanceuses d'avoir quelqu'un comme Madame Elie qui comprend la communauté, qui n'a pas de préjugés envers la communauté parce qu'on
il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les musulmans et les musulmanes au Québec, au Canada, mais elles n'ont pas le même sentiment, la même position d'empathie, aussi de compréhension, je dirais, du contexte politique international. Parce que j'ai bien peur avec Trump euh, qui va qui essaye de revenir à sa position de président aux États-Unis. On va aussi peut-être avoir une autre montée de l'islamophobie aux États-Unis. Et au fait, nous sommes ici dans une position où on reçoit des influences négatives de l'Europe et puis aussi du sud de la frontière. Donc, nous sommes comme dans un sandwich des deux bords. Et, et là, les médias, comme Madame Elie l'a mentionné, juste c'est des répercute tout ce qui se passe à l'étranger sur nous ici. Et ça, c'est un grand danger. C'est qu'une fois qu'il y a un attentat terroriste n'importe où dans le monde, ah bon, mais c'est nous sommes responsables également. Puis nous devons l'expliquer. Puis on doit s'excuser. Donc, c'est vraiment la pente est raide à remonter, mais on ne lâche pas. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci J'espère que les choses vont changer, en tout cas avec nos efforts et des études de grande valeur comme celle de Madame Elie, puis avec les efforts de Idil qui va être à la Cour suprême bientôt. Nous allons faire de grands progrès. Et merci beaucoup à Nusret pour être avec nous et puis pour toute l'équipe de Toronto qui nous a appuyés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres diapositives à partager? Eman, are there slides? Last few slides? Are we done? Yeah, I can share the contact slide. Okay. Oui, surtout rester en contact avec nous. Nous sommes sur les médias sociaux et nous avons notre site web ccmw.com et bientôt nous allons avoir une version française. Maintenant, nous avons quelques traductions ici et là, mais nous sommes en train de traduire le site en entier. Peut-être dans une première étape, ce qui concerne le chapitre de Montréal, mais nous travaillons aussi bien en français qu'en anglais. Très bien. Merci. OK, bonne journée. Ça y est. Bonne journée, merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup, Madame Elie. Merci beaucoup, Edil. Merci à tous nos participants et participantes. Bonne journée.